Je voudrais parler maintenant des femmes. Je voudrais qu'il y ait un équilibre en ce qui concerne les rapports entre le discours sur l'homme et la femme, notamment concernant le viol. Il y a des éléments, on met beaucoup l'accent sur les éléments négatifs chez l'homme et pas assez chez la femme. Alors que dans la Bible, ce n'est pas ainsi qu'il en est, et chez les musulmans non plus. Donc là, il y a aussi un problème, par exemple, s'il devait y avoir un dialogue entre judaïsme et islam, ou entre islam et christianisme, il y aurait un certain nombre de problèmes sur l'image de la femme notamment. Ça buterait certainement là-dessus. Or, il y a dans les proverbes, donc qui font partie des hagiographes, je crois, au dernier 3 volumes du Tanakh, de l'Ancien Testament, comme on dit chez les chrétiens, il y a une mise en garde sur la femme qui peut être un poison, qui peut être un venin, la femme querelleuse notamment. Il faut fuir. Donc il y a déjà des mises en garde. Et alors dans l'islam, ça abonde énormément. C'est amusant quand on regarde le mot médisance en rapport avec la femme, on ne voit que des discours de la part de l'islam. Comme si on n'avait pas le droit de parler de la médisance féminine dans le monde chrétien ou dans le monde juif. Alors, je voudrais montrer ces deux facettes de la femme, tout à fait différentes et parfois difficiles à associer. Et donc il y a quelque chose de paradoxal dans le comportement féminin. À la fois une forme de volonté de s'imposer, d'imposer sa présence, et de l'autre une disposition à servir, à une forme de servilité, sinon de servitude. Sur le premier point, il y a chez les femmes qui veulent qu'on les écoute, qui veulent qu'on écoute ce qu'elles ont à dire, qui veulent, voilà, eh bien, ça c'est déjà une forme de viol, ça, pour moi en tout cas. Une femme qui constamment vous force à écouter ses propos, ses réflexions, ses vérités, on est là dans ce qu'on appelle, donc tout à l'heure on parlait de la femme querelleuse, de la femme qui a besoin de verser son venin. Et effectivement, on a des réunions comme cela où tout d'un coup une femme apparaît et elle fait un scandale, si on peut dire. En tout cas, elle a besoin de vider son sac, de débiter ses propos, et quelque part, on est dans le viol. Et alors là, ce qui est intéressant avec le viol de la parole, c'est que ce n'est pas un viol uniquement d'une seule personne, ça peut être le viol de tout un groupe. Donc, bon, on pourrait aussi dire qu'au niveau des hommes, s'il y a plusieurs hommes qui s'y mettent, c'est aussi un viol collectif, ou on peut même imaginer des hommes qui violent tout un groupe de femmes. Mais là, en l'occurrence, la parole a une capacité de violer un très grand nombre de personnes. Et donc, c'est un mal encore plus redoutable, quelque part. Donc, il y a cette notion de cette entrée en force, comme ça, on veut à toute force se faire entendre, et faire entendre sa parole, et même si les gens ne veulent pas l'entendre. Et quelque part, le viol, c'est bien ça. C'est quelqu'un qui veut vous faire quelque chose, et vous ne voulez pas. Donc quelque part, quand quelqu'un vous force à faire quelque chose que vous ne voulez pas, eh bien c'est du viol. Faire quelque chose, c'est aussi devoir entendre quelqu'un. C'est aussi faire quelque chose. Tout comme faire l'amour, c'est aussi éventuellement supporter quelque chose de la part de quelqu'un. Donc il n'y a pas de différence là-dessus. Passons au deuxième volet, qui est celui de la servitude, et qui lui aussi crée des difficultés, parce qu'en fin de compte, ce problème de la servitude, c'est souvent un des points qui fait problème entre l'homme et la femme. Mais pas de la façon dont on croit, que l'on croit. Le malentendu entre l'homme et la femme, c'est que la femme a besoin que son propos, que son action soit commandée, commanditée. Un homme qui ferait quelque chose qui ne déboucherait pas sur un diplôme, sur une feuille de paye, sur une mission qu'on lui a fournie, sur un travail
qui consiste à partir de quelque chose qui est déjà là, comme une traduction par exemple, eh bien, pour elle, un homme comme ça, il serait dans la vanité, il serait dans la vacuité. Elle a besoin que le travail, l'action que l'on accomplit soit sanctionné par une autorité autre. Comme si, en fin de compte, elle ne supportait pas que quelqu'un dise « moi je veux ceci, moi je fais cela, moi je crois cela ». Il faut toujours qu'il y ait, soit estampillé par une autre autorité, par quelqu'un d'autre. Donc il y a ce besoin de l'altérité qui fait que la femme souvent dit que l'homme est égocentrique, il fait des choses pour lui, mais au fond, il ne se demande pas ce que les autres en pensent, etc. etc. Alors effectivement, c'est une forme de servilité, au sens de servitude, c'est-à-dire que la femme a besoin que ce qu'elle fait s'inscrive dans un ordre. Un ordre dans ce sens-là, ce n'est pas l'ordre chronologique, c'est l'ordre qu'on accepte, c'est-à-dire le commandement. Il faut qu'il y ait un commandement, une commande. On vous a commandé quelque chose, et là, effectivement, on le fait. Donc finalement, dès le départ, la femme a une mentalité d'esclave, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle est déjà programmée pour être aux ordres de quelque chose qui est supérieur. Alors supérieur, ça peut être le patron, ça peut être vraiment un dieu, je ne sais pas, ou la nation, peu importe. En tout cas, il faut que ce soit que ça s'inscrive dans le cadre de quelque chose qui est au-dessus d'elle. Et elle a du mal à comprendre des hommes qui ne fonctionnent pas comme ça. Or, précisément, les gens qui sont au-dessus d'elle, ce sont justement des hommes, souvent, qui, eux, justement, ont lancé quelque chose de leur propre fait, et par conséquent, n'ont pas d'ordre à recevoir. Or, elle a des ordres à recevoir, en fait. Même quand elle dit je dis ce que je veux, ça c'est ce qu'on appelle la parole libre, elle a le droit de dire ce qu'elle veut, mais dans ses actes, elle est servile. D'ailleurs, on dit cela, je crois, dans le domaine juridique. La plume servile, enfin bon, il y a cette nuance subtile, je dis ce que je veux, mais je fais ce qu'on me dit. Bon, voilà. Donc, le faire et le dire ne sont pas du même niveau. Donc la liberté de parole de la femme est souvent le corollaire d'une servilité au niveau de son travail. Et la traductrice, et moi j'ai connu pas mal de femmes traductrices parmi mes relations féminines, elle est dans un rapport assez complexe, puisque ce qu'elle dit, c'est calqué, c'est le mot qui convient, calqué sur quelque chose qui est déjà là, et qu'on lui a commandé généralement. Hein, un traducteur, il peut très bien faire quelque chose par lui-même. Enfin, généralement, on lui dit, voilà, veuillez traduire ceci. Donc, on est dans un cadre tout à fait féminin, et c'est pas étonnant que je connaisse pas mal de femmes qui ont brillé, d'ailleurs, par leur capacité de traduction. J'en ai connu une roumaine, j'en ai connu une anglaise, entre autres, et dont le métier était la traduction. C'est-à-dire de partir d'un texte qu'on leur donne, qu'on leur commande, et elles doivent le rendre dans une autre langue. Mais selon des processus qui sont relativement mécaniques, si on veut. Bon, on va en polémiquer sur la question de l'esprit de la traduction. Moi-même, j'ai fait une traduction de l'hébreu en français pour ma maîtrise d'hébreu au Langso avec Faïda. Donc, bon, c'était tout à fait autre chose. C'est pas la traduction de n'importe quoi, n'importe quoi. Bon, mais peu importe, c'était une traduction d'hébreu médiéval. Mais d'une manière générale, la traduction, c'est quelque chose qui doit être laissé aux femmes. Et je voudrais terminer sur ce point, à savoir qu'il y a des discours qui ne font sens qu'entre soi. C'est pour ça que je trouve ça assez malsain d'aller écouter aux portes ce que les uns ou les autres se disent entre eux. Que les femmes aient une certaine mentalité et un certain nombre de valeurs qui leur sont propres, c'est leur problème. Que les hommes aient leurs propres valeurs, c'est leur problème. Maintenant, c'est pour ça que les interférences entre les deux groupes sont problématiques, parce qu'effectivement, quand on doit faire côtoyer des hommes et des femmes dans une forme de promiscuité, on va avoir des valeurs incompatibles, des points de vue incompatibles qui vont se heurter. Et donc, c'est pour cela que je propose, dans ce que j'appelle
la nouvelle alternance, c'est-à-dire l'alternance non pas seulement dans le temps mais dans l'espace, la séparation dans le temps et dans l'espace, je propose effectivement que l'on ne cherche pas à enfreindre cette règle. Et je terminerai sur une petite anecdote. L'autre jour, j'ai fait un petit exposé sur le drap. Et effectivement, le drap est une protection. Et dans les synagogues, notamment, à un certain moment, pour séparer les hommes des femmes, quand on n'a pas d'équipement structurel prévu, on met un drap, effectivement. On met un drap pour séparer. Donc le drap a une fonction de protection, de séparation que je voulais saluer, mais je vous renvoie à mon texte sur ce sujet. Donc, autrement dit, lorsque une femme surgit dans un groupe d'hommes et qu'elle commence à déblatérer et à crier et à vouloir se faire entendre à tout prix, là, il faudrait savoir ce qu'on doit faire.